Bonjour, je suis Déborah Freitas et je travaille au sein du cabinet Stephenson Harwood à Paris. Aujourd'hui, je suis accompagnée par ma collègue Chloé Nguyen, collaboratrice au sein du département marché de capitaux et finances, pour vous parler des financements verts. Pour commencer, que pouvez-vous nous dire sur l'état actuel du marché des financements verts ? Alors, Déborah, nous sommes globalement en présence d'un marché vert avec un fort potentiel qui a connu une croissance exponentielle ces dernières années. Par exemple, entre 2018 et 2019, le montant émis a augmenté de plus de 50%. Toutefois, avec la crise liée à la Covid-19, de nombreux projets de financement vert ont été mis en stand-by, voire reportés par les émetteurs, ce qui a donc causé une baisse importante du marché vert cette année. Et les obligations sociales et durables ont dû prendre le relais avec notamment l'élaboration d'obligations ayant pour but de lutter contre les effets de la pandémie. Pourriez-vous nous informer sur les récents développements du cadre juridique et des standards du marché des financements verts ? Les financements verts ne bénéficient toujours pas de définition juridique. C'est pourquoi les marchés vont s'appuyer sur les principes qui ont été promulgués par l'ICMA pour les obligations et par le LMA pour les prêts. Les principes des obligations vertes et les principes des prêts verts se sont basés sur 4 piliers qui vont nous permettre de considérer un financement comme étant un financement vert. Parmi ces piliers, on retrouve l'utilisation des fonds, le processus d'évaluation et de sélection des projets, ainsi que la gestion du produit de l'émission et pour finir, les reportings. L'Union européenne tend quant à elle à créer un standard européen d'obligations vertes. Toutefois, ce projet reste encore à l'état de projet et une consultation est actuellement en cours. Il faut savoir que d'autres initiatives existent, notamment en Asie ou dans les États de la CEI, ainsi que des initiatives boursières pour permettre de créer des cadres de financement vert. Pour les potentiels émetteurs et emprunteurs qui nous écoutent et qui souhaiteraient se lancer dans le financement vert, pourriez-vous brièvement nous expliquer quelles sont les différentes étapes à réaliser ? En plus des étapes liées au financement classique, les émetteurs verts vont devoir élaborer un cadre des obligations vertes qui permettra d'évaluer l'éligibilité écologique et de décrire l'utilisation faite par l'émetteur des produits de l'obligation en présentant donc à la fois les projets et les catégories éligibles dans lesquelles vont s'inscrire les projets verts en question. D'autres étapes vont distinguer ces financements de financements classiques, avec comme par exemple la nécessité d'élaborer des avis de seconde opinion, ainsi que la nécessité de réaliser des reportings, donc que ce soit au cours de la mise en place du projet ou pendant toute la durée de vie du financement, l'émetteur devra réaliser des reportings et notamment des reportings sur l'impact écologique du projet. Une fois que ces obstacles sont franchis, quels sont les réels avantages pour les émetteurs par rapport à des obligations classiques ? Les émetteurs verts vont pouvoir bénéficier d'une multitude d'avantages. Tout d'abord, il faut savoir que les obligations sont structurées comme des obligations classiques, ce qui va donc permettre aux émetteurs d'utiliser leur documentation habituelle et notamment leur programme d'émission permanent avec seulement quelques ajustements sur les sections liées à l'utilisation des produits. Cette similitude avec les obligations classiques vont cette fois-ci permettre aux investisseurs de placer facilement leurs investissements dans leur portefeuille existant tout en adhérant au principe des investissements responsables, ce qui rend donc les obligations vertes beaucoup plus attractives. Les investisseurs d'obligations vertes vont généralement faire l'effort de mieux comprendre l'entreprise, de mieux comprendre ses projets, et ce, dans une perspective d'investissement à long terme. Ils ne vont pas uniquement se fier à la notation de crédit, ce qui permet donc de créer des relations privilégiées et durables entre les émetteurs et les investisseurs, ce qui sera un réel avantage marketing pour les émetteurs. Merci beaucoup, Chloé. Si vous souhaitez en savoir plus ou si vous avez des questions sur ce que nous avons évoqué aujourd'hui, surtout, n'hésitez pas à contacter Chloé Nguyen ou Jérémy Grand, notre associé du département marché de capitaux et finances. Et bien sûr, si vous avez un contact habituel, n'hésitez pas également à le solliciter. Encore merci Chloé de vous être prêtée au jeu. Et à très bientôt. À bientôt, au revoir.